Ils ont agressé, encore et encore, et personne n'en a jamais parlé. Pendant des siècles, son histoire a été effacée, ses cris étouffés par le poids de l'Empire romain. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé ces lettres. Des lettres qu'elle n'aurait jamais dû écrire, des mots qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Et ce qu'elles révèlent va vous glacer le sang. Car ce que cette femme a vécu dans l'ombre des grandes villas romaines, au 1er siècle après Jésus-Christ, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Son nom était Briga, et voici son histoire. Mais avant de continuer, si vous aimez les histoires vraies qui donnent la chair de poule, celles que l'histoire a tenté d'enterrer, alors abonnez-vous à cette chaîne. Nous racontons ici les récits les plus sombres et les plus bouleversants du passé. Mettez un like si vous voulez que je continue à déterrer ces vérités cachées. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Maintenant, plongeons dans le destin tragique de Briga. L'année est 68 après Jésus-Christ. La Gaule est sous domination romaine depuis plus d'un siècle. Les tribus gauloises ont été vaincues, leurs guerriers massacrés, leurs villages brûlés, et leurs femmes ont été réduites en esclavage. Briga est l'une d'elles. Elle a été capturée lors d'un raid romain dans sa région natale, quelque part dans ce qui est aujourd'hui le centre de la France, près de ce qui était alors Augusto Nomentum, aujourd'hui Clermont-Ferrand. Elle avait 16 ans. 16 ans quand des soldats ont défoncé la porte de sa maison, tué son père devant elle, et l'ont traînée dehors par les cheveux. 16 ans quand elle a été enchaînée avec d'autres femmes et emmenée vers le sud, vers une villa romaine luxueuse, près de ce qui est aujourd'hui Lyon. Le voyage lui-même était un cauchemar. Briga décrit dans ses lettres comment elle marchait pieds nus sur les routes romaines pendant des jours, comment les soldats les frappaient si elle ralentissait, comment certaines femmes trop faibles ou trop blessées pour continuer étaient simplement abandonnées sur le bord de la route pour mourir. Elle parle d'une jeune fille qui ne devait avoir plus de 14 ans, qui pleurait sans arrêt en appelant sa mère. Les soldats ont fini par se lasser de ses pleurs. Ils l'ont traînée dans les bois. Briga a entendu ses cris. Puis, le silence. La jeune fille n'est jamais revenue. Quand elles sont finalement arrivées à la villa, Briga était épuisée, affamée, couverte de bleus et de coupures. Mais elle était en vie, et elle était considérée comme précieuse, parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était belle selon les critères romains, avec ses longs cheveux blonds et ses yeux clairs typiques des Gauloises. Les marchands d'esclaves savaient exactement quel type de femme les riches romains recherchaient, et Briga correspondait parfaitement. Son nouveau maître s'appelait Publius Cornelius Rufus, un homme riche, respecté, membre de l'élite romaine locale. Pour le monde extérieur, il était un citoyen modèle. Il occupait des postes administratifs importants. Il faisait des dons au temple. Il était invité aux banquets les plus prestigieux. Mais derrière les murs de sa villa, il était un monstre. Et Briga allait le découvrir dès la première nuit. Laissez-moi vous décrire comment fonctionnait l'esclavage dans la Rome antique, car c'est quelque chose qu'on ne vous enseigne pas à l'école. Dans l'Empire romain, les esclaves n'avaient aucun droit. Aucun. Ils étaient considérés comme des objets, des biens meubles, au même titre que du bétail ou des meubles. Un propriétaire pouvait faire absolument tout ce qu'il voulait. Il pouvait les battre, il pouvait les torturer, il pouvait les tuer. Et il n'y avait aucune conséquence légale. Aucune. Les esclaves ne pouvaient pas porter plainte. Ils ne pouvaient pas témoigner contre leur maître devant un tribunal. Ils n'avaient littéralement aucun recours. Et les femmes esclaves, elles étaient considérées comme des objets à la disposition totale de leur maître. Ce n'était même pas considéré comme un crime d'abuser d'une esclave. C'était un droit que les hommes romains exerçaient sans la moindre hésitation. Les textes juridiques romains en parlent ouvertement. Le juriste Ulpien écrivait que les maîtres avaient un droit absolu sur le corps de leurs esclaves. Le philosophe Aristote justifiait l'esclavage en disant que certaines personnes étaient naturellement destinées à être des esclaves. Et Caton l'Ancien, ce grand moraliste romain, recommandait aux propriétaires terriens d'acheter de jeunes esclaves femelles pour satisfaire les besoins de leurs ouvriers agricoles mâles. C'était la norme, c'était accepté, c'était même encouragé dans certains cercles comme un signe de virilité et de pouvoir. Briga a été agressée pour la première fois le soir même de son arrivée. Elle décrit cette nuit dans sa 3e lettre, celle qu'elle a écrite environ 4 ans après les faits. Elle dit que les gardes sont venus la chercher dans le petit réduit où elle était enfermée avec d'autres esclaves nouvellement arrivés. Ils l'ont emmenée dans les quartiers du maître.
Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle était terrifiée, mais elle pensait peut-être qu'on allait simplement lui assigner ses tâches, lui expliquer son travail. Publius Cornelius Rufus était là, allongé sur son lit. Il la regardait de haut en bas. Il a fait un geste aux gardes. Ils ont arraché la tunique sale que Brigha portait. Elle était nue devant lui. Elle a essayé de se couvrir avec ses mains. Il a ri. Il a dit quelque chose en latin qu'elle ne comprenait pas encore. Puis il lui a ordonné de s'approcher. Ce qui s'est passé ensuite, Brigha le décrit avec des détails qui sont difficiles à lire même aujourd'hui. Elle écrit que la douleur était insupportable, qu'elle a supplié dans sa langue natale, le gaulois, même si elle savait qu'il ne comprenait pas. Qu'elle a pleuré, qu'elle a essayé de se débattre, mais il était beaucoup plus forte qu'elle. Et les gardes étaient juste à l'extérieur de la porte. Personne n'allait venir l'aider, parce que personne ne se souciait des cris d'une esclave. Quand c'était fini, elle est restée allongée là, saignante, en état de chaque. Publius s'est simplement levé, s'est rhabillé et a appelé les gardes pour qu'ils la ramènent dans les quartiers des esclaves. Comme si rien ne s'était passé, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et pour lui, c'était normal. C'était son droit. Il venait d'acheter un nouvel objet, et il testait son acquisition. Brigha écrit qu'elle est restée recroquevillée dans un coin toute la nuit, tremblante, en pleurant. Les autres esclaves la regardaient avec pitié. Certaines essayaient de la réconforter. Mais que pouvait-elle dire? Elle savait toutes ce qu'elle venait de vivre. Beaucoup l'avaient vécu elle-même. C'était leur réalité quotidienne. Et ce n'était que le début. Pendant les 6 années suivantes, Brigha a été agressée régulièrement par son maître. Parfois plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois dans la même journée. Il n'y avait aucun pattern, aucune prévisibilité. C'était selon son humeur. Parfois il faisait appeler Brigha au milieu de ma nuit, parfois pendant la journée, entre 2 rendez-vous d'affaires. Elle devait toujours être prête, toujours disponible. Elle écrit dans ses lettres qu'elle priait les anciens dieux gaulois de la tuer, qu'elle pensait à se suicider. Elle décrit comment elle a envisagé de se trancher les veines avec un couteau de cuisine, comment elle a pensé à se jeter du toit de la villa, comment elle a même essayé une fois de se noyer dans le bassin des Ternes. Mais à chaque fois, quelque chose l'arrêtait. Pas l'espoir, elle n'avait pas d'espoir. Mais peut-être une sorte d'instinct de survie têtu, ou peut-être la peur que même la mort ne lui apporterait pas la paix. Publius Cornelius Rufus organisait des banquets. Des fêtes somptueuses où l'élite romaine locale se réunissait pour boire, manger et se divertir. Ces banquets étaient des événements sociaux importants. C'était là que les alliances politiques se formaient, que les affaires se négociaient, que les réputations se construisaient. Et Brigha faisait partie du divertissement. Dans la Rome antique, il était courant que les hôtes mettent leurs plus belles esclaves en évidence lors de ces événements. C'était une façon de montrer sa richesse, son bon goût, sa générosité. Les esclaves féminines servaient le vin, présentaient les plats, dansaient parfois. Et elles étaient habillées de manière à être aussi attirantes que possible. Brigha décrit dans sa 5e lettre comment elle devait porter des tuniques si fines qu'elles étaient presque transparentes. Comment elle devait se tenir debout pendant des heures pendant que des hommes ivres la regardaient, la commentaient comme si elle était un meuble. Comment ils la touchaient en passant, posaient leurs mains sur ses hanches, sur ses cuisses, sur sa poitrine, sans même demander la permission. Parce qu'ils n'avaient pas besoin de permission. Elle était un objet. Les objets n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont ils sont utilisés. Elle écrit qu'elle devait sourire, que si elle montrait le moindre signe de déplaisir, si elle se raidissait quand quelqu'un la touchait, elle serait punie plus tard. Alors elle souriait. Elle faisait semblant d'être heureuse, elle jouait le rôle de l'esclave docile et complaisante. C'était la seule façon de survivre. Mais le pire venait à la fin de la soirée. Dans la Rome antique, il était considéré comme un signe d'hospitalité généreuse que l'hôte offre ses esclaves féminines à ses invités pour la nuit. C'était littéralement mentionné dans certains guides d'étiquette romains comme une pratique appropriée pour un hôte attentionné. Vous offriez à vos invités un bon vin, un bon repas et l'usage de vos esclaves. Brigha était régulièrement emmenée dans les chambres d'invités, parfois par un homme seul, parfois par plusieurs. Elle n'avait aucun contrôle sur ce qui allait se passer, aucune idée de qui allait l'emmener, de ce qu'ils allaient lui faire. Chaque banquet était une nouvelle terreur. Elle décrit dans une lettre une nuit particulièrement atroce. C'était lors d'un grand banquet célébrant l'anniversaire d'un sénateur important. La villa était remplie d'hommes puissants, de membres de l'élite romaine. Brigha était assignée à servir dans la salle principale.
Pendant toute la soirée, les hommes buvaient, devenaient de plus en plus ivres, de plus en plus bruyants. Ils faisaient des blagues grossières, ils se vantaient de leurs conquêtes militaires, de leurs succès financiers, de leurs exploits. À la fin de la soirée, 3 hommes l'ont emmené. Ils étaient complètement ivres, à peine capables de marcher droit. Briga pensait peut-être qu'ils s'endormiraient rapidement, mais ils ne se sont pas endormis. Ils l'ont agressée à tour de rôle. Elle a essayé de résister la première fois. C'était un instinct. Même après des années d'abus, même en sachant que la résistance était inutile, son corps réagissait encore, essayait encore de se défendre. Ils l'ont frappée si violemment qu'elle a perdu une dent. Son visage a enflé, elle avait du sang dans la bouche, et ils ont ri. Ils ont trouvé sa résistance amusante. Après cela, elle a cessé de résister. Elle est restée là, immobile, attendant que ce soit fini. Elle décrit dans sa lettre comment elle a appris à se détacher mentalement, à laisser son esprit s'évader ailleurs pendant que son corps était maltraité. C'était la seule façon de supporter l'insupportable. Le lendemain matin, quand elle est retournée dans les quartiers des esclaves, les autres femmes l'ont aidée à nettoyer ses blessures. Personne n'a posé de questions. Elles savaient. Elles avaient toutes leurs propres histoires d'horreur. L'une des esclaves plus âgées, une femme ibérique nommée Lucia, lui a donné des herbes pour soulager la douleur. Une autre, une jeune germanique nommée Tusnelda, a pleuré en voyant son visage tuméfié. Ces femmes étaient tout ce que Briga avait. Dans ce monde de violence et d'exploitation, elles se soutenaient mutuellement comme elles pouvaient. Elles partageaient leur nourriture quand une d'elles était malade, elles se réconfortaient après les agressions, elles pleuraient ensemble. C'était une sorte de sororité forgée dans la souffrance commune. Mais même cette solidarité avait ses limites, parce que le système de l'esclavage était conçu pour diviser les opprimés. Les maîtres donnaient parfois des privilèges à certains esclaves pour créer une hiérarchie, pour encourager la compétition et empêcher l'unité. Certains esclaves recevaient de meilleures rations de nourriture, certains avaient des tâches plus faciles, et en échange, ils étaient censés surveiller les autres, rapporter toute rébellion potentielle. Briga mentionne dans ses lettres une esclave nommée Flavia, qui était devenue une favorite de Publius. Flavia avait appris à manipuler le système. Elle flattait le maître, dénonçait les autres esclaves pour des infractions mineures, et en retour, elle recevait de meilleurs traitements. Les autres esclaves la détestaient, mais elle ne pouvait rien dire, parce que Flavia avait le pouvoir de leur rendre la vie encore plus misérable qu'elle ne l'était déjà. C'est un aspect de l'esclavage dont on parle rarement. Comment il corrompait non seulement les maîtres, mais parfois aussi les esclaves eux-mêmes. Comment il créait un environnement où les victimes se retournaient les unes contre les autres pour une miette de sécurité supplémentaire. Ce n'était pas la faute de Flavia, elle était autant une victime que les autres. Mais le système la forçait à faire des choix impossibles, à survivre de la seule façon qu'elle connaissait. Mais ce qui rend l'histoire de Briga encore plus tragique, c'est qu'elle est tombée enceinte. 3 fois. La première fois, elle avait 17 ans, environ 1 an après son arrivée à la villa. Elle ne savait même pas qui était le père. Cela pouvait être son maître, cela pouvait être n'importe lequel des invités qu'il avait agressés lors des banquets. Il y en avait eu tellement. Quand sa grossesse a commencé à se voir, Publius Cornelius Rufus était furieux. Non pas parce qu'il se souciait d'elle ou du bébé, mais parce qu'une esclave enceinte était moins utile. Elle ne pouvait plus servir lors des banquets de la même façon, elle ne pouvait plus travailler aussi dur, et elle n'était plus aussi attirante pour ses invités. La grossesse réduisait sa valeur marchande, et sa valeur en tant qu'objet. Il l'a fait avorter, de force. À l'époque romaine, les avortements étaient pratiqués par des méthodes brutales et dangereuses. Il n'y avait pas d'anesthésie, pas d'antiseptique, pas de véritable connaissance médicale. Les femmes mouraient souvent des suites d'avortements. Celles qui survivaient souffraient souvent de dommages permanents. Briga décrit la procédure dans sa 6e lettre, et c'est l'un des passages les plus difficiles à lire. Une vieille femme est venue, une sorte de sage-femme qui pratiquait ce genre de service pour les riches romains qui voulaient se débarrasser de grossesses indésirables chez leurs esclaves ou leurs maîtresses. La femme a utilisé des herbes et des instruments pour provoquer l'avortement. Briga écrit que la douleur était pire que tout ce qu'elle avait jamais connu, pire que les agressions, pire que les coups. C'était une douleur qui lui donnait l'impression que son corps était en train de se déchirer de l'intérieur. Elle a failli mourir. Pendant plusieurs jours, elle a eu une fièvre intense. Elle délirait. Les autres esclaves pensaient qu'elle ne s'en sortirait pas. Mais elle a survécu. Son corps jeune et fort a réussi à combattre l'infection. Lentement, très lentement, elle s'est rétablie.
Mais quelque chose en elle avait changé. Elle écrit que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à sentir une sorte de vide à l'intérieur d'elle, comme si une partie de son humanité avait été arrachée en même temps que le bébé. Elle décrit comment elle est devenue plus froide, plus détachée, comment elle a cessé de pleurer, même pendant les agressions, comment elle a commencé à se voir de l'extérieur, comme si elle regardait quelqu'un d'autre vivre sa vie horrible. Les psychologues modernes reconnaîtraient cela comme de la dissociation, un mécanisme de défense psychologique face à un trauma extrême. Mais à l'époque, Briga n'avait pas de mots pour décrire ce qu'elle ressentait. Elle savait juste qu'elle n'était plus tout à fait elle-même, qu'une partie d'elle était morte. Malgré l'avortement, malgré le trauma, Publius a repris ses abus dès que Briga était suffisamment rétablie. Et quelques mois plus tard, les agressions lors des banquets ont recommencé, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas failli mourir. Pour lui, pour les invités, elle n'était qu'un objet, et les objets doivent fonctionner, peu importe ce qu'ils ont subi. La deuxième grossesse s'est produite 2 ans plus tard. Briga avait maintenant 19 ans. Cette fois, son corps montrait des signes de l'abus constant qu'il avait subi. Elle était plus mince, plus pâle. Elle avait des cicatrices sur son dos suite aux coups de fouet qu'elle avait reçus pour diverses infractions mineures. Ses yeux, qu'elle décrit elle-même dans ses lettres, avaient perdu toute vie. Quand Publius a découvert cette nouvelle grossesse, il a pris une décision différente. Il a décidé de la laisser accoucher. Non pas par pitié, jamais par pitié, mais parce que les bébés esclaves avaient une valeur marchande. Ils pouvaient être vendus immédiatement ou élevés pour devenir de futurs esclaves. Dans les 2 cas, ils représentaient un profit. Briga décrit sa grossesse comme une période étrange. Pour la première fois en 3 ans, elle n'était plus exploitée. Publius la trouvait peu attrayante enceinte et il avait d'autres esclaves à sa disposition. Pour la première fois, son corps lui appartenait un peu. Pas vraiment, bien sûr. Elle devait encore travailler, encore obéir, encore être prête à être battue si elle déplaisait. Mais au moins, la nuit, elle dormait seule. Elle écrit qu'elle a commencé à développer des sentiments pour le bébé qu'elle portait. Elle savait que c'était dangereux. Elle savait qu'elle ne pourrait probablement pas garder l'enfant. Mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était quelque chose à elle. Quelque chose qui venait d'elle. Dans sa vie où tout lui avait été enlevé, où elle ne contrôlait rien, ce bébé était la seule chose qui lui donnait un sentiment de connexion, de but. Elle a donné naissance à une petite fille un matin de printemps. L'accouchement a été difficile. Il n'y avait pas de véritable sage-femme, juste une vieille esclave qui avait aidé lors d'autres naissances. Briga a cru plusieurs fois qu'elle allait mourir. Mais finalement, après des heures de douleur, le bébé est né. Une petite fille avec des cheveux blonds comme les siens. Elle l'a tenu dans ses bras. Elle a regardé ce petit visage parfait. Et pour la première fois depuis des années, elle a ressenti quelque chose de proche du bonheur. Elle a donné à sa fille un nom gaulois, Maeva, en mémoire de sa propre mère qui avait été tuée lors du raid romain. Elle a chanté une berceuse gauloise que sa mère lui chantait quand elle était enfant. Elle a pleuré, mais c'était des larmes différentes. Des larmes de joie mêlées de tristesse. Elle savait que ce moment était éphémère, qu'il ne durerait pas. Et elle avait raison. Le lendemain, un marchand d'esclaves est venu. Publius avait déjà arrangé la vente. Le bébé avait de la valeur. Les acheteurs payaient bien pour des bébés d'apparence nordique. Ils seraient élevés comme esclaves domestiques, traînés dès le plus jeune âge à obéir, à servir, sans question. Ils ont arraché Maeva des bras de Briga. Elle a supplié. Pour la première fois dans des années, elle a vraiment supplié. Elle s'est mise à genoux. Elle a promis n'importe quoi. Elle a dit qu'elle travaillerait plus dur, qu'elle ne se plaindrait jamais, qu'elle ferait tout ce qu'on lui demanderait. Juste, s'il vous plaît, laissez-la garder son bébé. Mais Publius n'a même pas répondu. Il a fait un geste et les gardes ont traîné Briga hors de la pièce. Elle entendait le pleur de sa fille s'éloigner. Et puis, plus rien. Maeva était partie. Et Briga ne la reverrait jamais. Elle écrit dans sa 8e lettre que c'est ce jour-là qu'elle est vraiment morte à l'intérieur, que tout ce qui restait d'humain en elle s'est éteint. Elle décrit comment elle a cessé de parler pendant plusieurs semaines, comment elle accomplissait ses tâches mécaniquement, comme un automate, comment elle regardait dans le vide pendant des heures. Les autres esclaves s'inquiétaient pour elle. Ils pensaient qu'elle avait perdu la raison.
Et peut-être que c'était le cas. Mais quelque part, profondément enfoui, quelque chose survivait encore. Une petite étincelle de rage, de désir de vengeance, de refus d'être complètement effacé. Cette étincelle allait un jour conduire Briga à apprendre à écrire, à témoigner, à s'assurer que son histoire et l'histoire de toutes les femmes comme elle ne soient pas complètement perdues. La troisième grossesse s'est produite la pire de toutes, parce que cette fois, elle a donné naissance à un garçon. Et Publius Cornelius Rufus a décidé de le garder. Non pas pour l'élever comme un son. Un enfant illégitime d'une esclave n'aurait jamais ce privilège. Mais pour en faire un esclave domestique, un serviteur personnel qui serait élevé dans la villa, traîné à servir, à obéir sans question. Le petit garçon, que Briga a appelé Brennos en secret, d'après un grand chef gaulois qui avait résisté aux Romains des siècles avant eux, a grandi dans la même villa que sa mère. Mais Briga n'avait pas le droit de lui parler, pas le droit de le toucher, pas le droit de lui montrer quelle était sa mère. Si elle essayait, elle serait battue. Peut-être pire. Alors, elle le regardait de loin. Elle le voyait grandir. Elle le voyait apprendre à servir, à s'incliner, à dire « oui, maître ». Elle le voyait être battu quand il faisait des erreurs. Elle le voyait lentement perdre la lumière dans les yeux, devenir aussi vide et mécanique que tous les autres esclaves. Et elle ne pouvait rien faire. C'était une torture différente, mais tout aussi cruelle. Peut-être même plus cruelle. Parce qu'au moins avec Maeva, Briga pouvait imaginer que sa fille pouvait avoir été vendue à une famille gentille, que peut-être elle avait une meilleure vie ailleurs. C'était probablement faux, mais c'était possible. Avec Brennos, elle voyait exactement ce qu'il vivait. Elle ne pouvait pas se mentir à elle-même. Elle ne pouvait pas se bercer d'illusions. C'est pendant cette période, quand Brennos avait environ 4 ans et que Briga avait 24 ans, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui allait changer tout. Il y avait dans la villa un autre esclave, un homme plus âgé du nom de Marcus. Marcus était grec, originaire d'Athènes. Il avait été un homme éduqué, un enseignant avant d'être capturé lors des guerres dans l'est de l'Empire. Il avait été vendu en esclavage et avait fini par aboutir dans la villa de Publius. Marcus travaillait comme scribe et comptable. C'était un poste relativement privilégié pour un esclave. Il gérait les comptes de la villa, écrivait les lettres de Publius, tenait les registres. Et parce qu'il était utile de cette manière, il était traité un peu mieux que les autres esclaves. Il n'était pas battu aussi souvent. Il avait une petite chambre à lui. Il recevait de meilleures rations de fourrure. Et quelque chose en lui avait été touché. Peut-être parce qu'il avait lui aussi perdu sa famille. Peut-être parce qu'il voyait en elle une âme sœur, quelqu'un qui avait été brisé par le système, mais qui refusait encore complètement de céder. Un soir, tard dans la nuit, Marcus est venu trouver Briga dans les quartiers des esclaves. Il lui a parlé doucement, en latin simplifié, qu'elle pouvait comprendre maintenant, après tant d'années. Il lui a demandé si elle voulait apprendre à lire et à écrire. Il a dit qu'il pourrait lui enseigner, en secret, si elle était prête à prendre le risque. Briga ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Qu'est-ce que cela changerait? À quoi servirait de savoir lire et écrire quand elle était condamnée à rester esclave jusqu'à sa mort? Mais Marcus a dit quelque chose qui a résonné en elle. Il a dit que les mots avaient du pouvoir, que l'histoire était écrite par ceux qui savaient écrire, que si elle apprenait, elle pourrait raconter son histoire, elle pourrait témoigner. Et peut-être, un jour, quelqu'un lirait ces mots et saurait la vérité. C'était une idée folle, c'était dangereux. Si on les découvrait, ils seraient torturés et tués. Apprendre à lire et à écrire était un privilège réservé aux citoyens, pas aux esclaves. Un esclave qui savait lire était considéré comme potentiellement dangereux, capable de forger des documents, de lire des informations qu'il ne devrait pas connaître. Mais Briga a accepté, parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Parce que l'idée qu'elle pourrait laisser quelque chose derrière elle, un témoignage de son existence, était la première lueur d'espoir qu'elle avait ressentie en années. Si elle devait vivre cette vie horrible, au moins elle pourrait s'assurer que quelqu'un, un jour, saurait. Que sa souffrance ne serait pas complètement effacée de l'histoire. Alors a commencé une période étrange dans la vie de Briga. Pendant 2 ans, tard dans la nuit, après que tout le monde dormait, elle se glissait hors des quartiers des esclaves et rejoignait Marcus dans un petit débarras isolé près des cuisines.
C'était extrêmement dangereux. S'ils étaient découverts, les conséquences seraient terribles. Mais il prenait ce risque nuit après nuit. Marcus commençait par les bases, l'alphabet latin, les 23 lettres que Briga devait apprendre à reconnaître, à tracer, à mémoriser. C'était difficile, Briga n'avait jamais été éduqué. Dans sa tribu gauloise, seuls les druides apprenaient vraiment à lire et écrire, et même eux utilisaient rarement l'écriture, préférant la tradition orale. Pour elle, ces symboles étranges sur le papyrus étaient comme de la magie noire. Mais elle était déterminée. Elle pratiquait en secret pendant la journée, traçant les lettres dans la poussière avec son doigt quand elle pensait que personne ne regardait. Elle les répétait dans sa tête pendant qu'elle accomplissait ses tâches. A, B, C, D. Elle les murmurait la nuit avant de s'endormir. E, F, G, H. Lentement, très lentement, les lettres ont commencé à prendre du sens. Elle pouvait les reconnaître, les reproduire. Puis Marcus lui a appris à les assembler en mots. Des mots simples d'abord. Aqua, panis, dominus, l'eau, le pain, le maître. Des mots de sa vie quotidienne. Des mots qu'elle comprenait déjà oralement, mais qu'elle pouvait maintenant voir écrits. C'était révélateur. Briga décrit dans ses lettres comment elle a ressenti une sorte de pouvoir pour la première fois. Ces symboles contenaient du sens, ils pouvaient traverser le temps et l'espace. Quelqu'un pouvait écrire quelque chose aujourd'hui et quelqu'un d'autre pouvait le lire des années plus tard, à des centaines de kilomètres de distance. C'était comme capturer des pensées, des souvenirs, des vérités et les préserver pour toujours. Marcus lui enseignait aussi l'histoire. Il lui parlait de sa Grèce natale, des philosophes, des poètes. Il lui parlait des guerres qui avaient détruit son monde. Il lui racontait sa propre histoire, comment il avait vu sa femme et ses enfants être tués devant lui, comment il avait été enchaîné et vendu, comment il avait survécu en se réfugiant dans les mots, dans la connaissance, dans l'idée que peut-être un jour la vérité serait connue. Ces conversations nocturnes sont devenues la seule chose qui donnait un sens à la vie de Briga. Pendant la journée, elle était toujours une esclave, toujours soumise aux abus, toujours sans pouvoir. Mais la nuit, pendant ces quelques heures précieuses, elle était une élève. Elle apprenait. Elle grandissait intellectuellement. Elle redevenait humaine. Après environ 1 an après avoir commencé son apprentissage, Briga pouvait lire des textes simples. Marcus lui apportait des morceaux de papyrus avec des passages écrits dessus, et elle les déchiffrait laborieusement. Encore 6 mois, et elle pouvait écrire ses propres phrases. Des phrases maladroites, pleines d'erreurs, mais c'étaient ses mots, ses pensées capturées sur papyrus. Et puis, environ 2 ans après avoir commencé son apprentissage, Briga a commencé à écrire ses lettres. Elle volait des bouts de papyrus dans le bureau de Publius quand elle nettoyait. Elle fabriquait de l'encre à partir de suie mélangée avec de l'huile et de la gomme arabique qu'elle trouvait dans les cuisines. Elle écrivait tard dans la nuit, à la lueur d'une petite lampe à huile, ses mains tremblantes tenant le stylet. Elle écrivait tout, chaque viol, chaque humiliation, chaque douleur. Elle écrivait les noms des hommes qui l'avaient abusée. Publius Cornelius Rufus, bien sûr, mais aussi les invités. Marcus Flavius Keller, un riche marchand de Lyon. Gaius Antonius Primus, un officier militaire. Lucius Valerius Messala, un administrateur provincial. Elle les nommait tous. Elle décrivait leurs façons, leurs actions, leurs mots. Elle écrivait sur ses grossesses, sur Maeva, sa fille perdue, sur Brenos, son fils qu'elle ne pouvait pas embrasser. Elle écrivait sur les autres esclaves, sur Tusnelda qui pleurait chaque nuit, sur Lucia qui lui a donné des herbes pour soulager sa douleur, sur la jeune Bretonne qui s'était suicidée dans l'écurie. Elle voulait que leurs noms soient connus aussi, que leurs histoires ne soient pas complètement effacées de l'histoire. Elle écrivait aussi sur la structure de l'esclavage, sur comment il fonctionnait. Elle décrivait la hiérarchie dans la villa, qui avait du pouvoir, qui n'en avait pas. Elle expliquait les tactiques que les maîtres utilisaient pour garder les esclaves divisés et soumis. Elle analysait le système avec une clarté remarquable pour quelqu'un qui n'avait reçu qu'une éducation de base. Ces lettres n'étaient pas seulement un témoignage émotionnel, c'était aussi une documentation précise de la vie quotidienne dans une villa romaine du 1er siècle. Les horaires, les tâches, la nourriture, les punitions, les récompenses. Elle décrivait tout avec des détails qui seraient invaluables pour les historiens futurs. Elle écrivait aussi sur ses sentiments, sur son désir de vengeance, sur sa rage contre Publius et tous les hommes comme lui, sur son amour pour ses enfants perdus, sur sa gratitude envers Marcus pour lui avoir donné ce cadeau de l'écriture,
sur son espoir fragile que, peut-être, un jour, quelqu'un trouverait ces mots. Elle cachait ses lettres dans son endroit secret, sous une pierre descellée dans le mur de la cave. C'était un risque énorme de les garder. Si on les trouvait, elle serait torturée jusqu'à ce qu'elle révèle qui l'avait aidée. Marcus serait tué. Peut-être que d'autres esclaves seraient punis aussi, juste pour faire un exemple. Mais Brigga prenait ce risque nuit après nuit, parce que ces lettres étaient devenues sa raison de vivre. Elles étaient la preuve qu'elle avait existé, qu'elle n'avait pas été qu'un simple objet. Elles étaient son légal, son témoignage, sa revanche contre un système qui avait essayé de la réduire au silence. En l'an 74 après Jésus-Christ, 6 ans après l'arrivée de Brigga à la villa, Publius Cornelius Rufus est mort. Il avait 52 ans. Il est mort d'une attaque cardiaque pendant un banquet, entouré de luxe et de plaisir. Il mangeait un plat de perdrix rôti quand il s'est soudainement agrippé la poitrine, a fait un bruit étranglé et s'est effondré sur la table. Les invités ont été choqués. Des esclaves se sont précipités pour l'aider, mais il était déjà mort. Brigga était là ce soir-là. Elle servait lors du banquet. Elle a vu Publius mourir. Et elle décrit dans sa 9e lettre ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Elle s'attendait à ressentir de la joie, du soulagement, du triomphe, mais au lieu de cela, elle a ressenti rien, un vide, parce que sa mort ne changeait rien. Il était mort comme il avait vécu, en homme puissant et respecté. Il n'avait jamais été puni pour ses crimes. Il n'avait jamais dû répondre de ses actions. Et Brigga était toujours une esclave. Les funérailles de Publius ont été grandioses. Tout Lyon est venu lui rendre hommage. Des discours ont été prononcés louant sa vertu, sa générosité, son service à la communauté. Des poètes ont composé des vers à sa gloire. Une statue a été érigée en son honneur. Il a été incinéré avec tous les honneurs dus à un homme de son rang et ses cendres ont été placées dans un mausolée familial impressionnant. Personne n'a mentionné les femmes qu'il avait violées, les vies qu'il avait détruites, les enfants qu'il avait arrachés à leur mère. Ces choses n'étaient pas considérées comme dignes d'être mentionnées, elles n'étaient pas considérées comme des crimes. C'était simplement la façon dont le monde fonctionnait. Après la mort de Publius, ses biens ont été inventoriés et préparés pour la vente. Sa famille héritait de sa fortune principale, mais ses esclaves devaient être vendus aux enchères. C'était une pratique courante. Les esclaves étaient considérés comme des actifs financiers qui pouvaient être liquidés pour régler des dettes ou distribués entre les héritiers. Brigga, qui avait maintenant 22 ans, a été mise en vente avec les autres. Elle se tenait sur le bloc d'enchères, exposée comme du bétail, pendant que des acheteurs potentiels l'examinaient. Ils regardaient ses dents, tâtaient ses muscles, posaient des questions sur sa santé et ses compétences. C'était humiliant, mais Brigga était habituée à l'humiliation. Elle restait debout, les yeux baissés, attendant de connaître son sort. Elle a été achetée par un homme nommé Gaius Plinius. Il n'était pas de la même famille que le célèbre Pline l'Ancien, mais c'était quand même un homme riche, propriétaire de plusieurs fermes et vignobles dans la région. Il cherchait des esclaves domestiques pour sa nouvelle villa près de Vienne. Gaius Plinius était différent de Publius. Non pas qu'il était un saint, il était toujours un propriétaire d'esclaves, toujours quelqu'un qui croyait en sa supériorité naturelle et son droit de posséder d'autres êtres humains. Mais il était influencé par certaines idées stoïciennes sur le traitement des esclaves. Il croyait qu'il était dans l'intérêt du maître de traiter ses esclaves avec une certaine mesure de décence, de ne pas être inutilement cruel. Pour la première fois en 6 ans, Brigga a connu des nuits où elle n'était pas violée. Gaius Plinius ne pratiquait pas l'abus sexuel systématique de ses esclaves. Il avait une épouse qu'il respectait, et il considérait l'exploitation sexuelle des esclaves comme quelque chose de vulgaire, indigne d'un homme de sa classe. C'était une attitude rare, mais pas unique. Certains Romains, influencés par la philosophie stoïcienne, essayaient de vivre selon des principes plus élevés. Cela ne signifiait pas que la vie de Brigga était facile. Elle devait encore travailler dur, elle était encore battue si elle faisait des erreurs, elle était encore une propriété, sans droit, sans liberté. Mais, au moins, son corps lui appartenait un peu plus. Au moins, elle pouvait dormir sans craindre d'être traînée dans la chambre du maître. C'était un soulagement minuscule dans une vie de souffrance, mais c'était quelque chose. Et c'est pendant cette période, dans la maison de Gaius Plinius, que Brigga a écrit la plupart de ses lettres. Elle avait un peu plus de temps maintenant, un peu plus d'espace mental pour réfléchir à ce qu'elle avait vécu,
pour essayer de donner un sens à son traumatisme. Elle écrivait pendant les rares moments de solitude qu'elle pouvait trouver, tard dans la nuit, tôt le matin, parfois pendant la journée, quand elle était assignée à des tâches qu'elle pouvait faire automatiquement. Elle cachait ses lettres dans différents endroits, craignant toujours d'être découverte. Finalement, elle a décidé de les ramener à l'ancienne villa de Publius. C'était risqué. La villa appartenait maintenant à la famille de Publius, et elle n'avait aucune raison d'y être. Mais Brigha voulait que ses lettres soient cachées là-bas. C'était là que tout avait commencé. C'était là que son histoire devait être préservée. Lors d'une visite à Lyon pour des affaires de son nouveau maître, elle a trouvé un moyen de s'échapper pendant quelques heures. Elle est retournée à la villa, s'est glissée dans la cave et a caché ses lettres sous la pierre descellée qu'elle connaissait si bien. Dans sa dernière lettre, la 17e, écrite probablement vers l'an 76 ou 77 après Jésus-Christ, Brigha écrit quelque chose de profondément bouleversant. Elle parle de son fils Brennos, qui avait maintenant 8 ans. Elle n'avait pas vu depuis qu'elle avait été vendue, mais elle avait entendu des nouvelles par d'autres esclaves. Il était toujours à l'ancienne villa, toujours esclave, grandissant sans savoir qui était vraiment sa mère. Elle écrit qu'elle espère qu'un jour, peut-être, quelqu'un trouvera ses lettres et racontera son histoire à Brennos, qu'il saura que je l'aimais, que je pensais à lui tous les jours, que j'aurais fait n'importe quoi pour le protéger si j'en avais eu le pouvoir. Elle veut qu'il sache que je n'étais pas juste une esclave anonyme, que j'avais une histoire. Puis, elle écrit quelque chose qui me donne encore des frissons chaque fois que je le lis. Elle dit, et je traduis aussi fidèlement que possible, « Je sais que je ne verrai jamais la justice dans cette vie. Je sais que les hommes qui m'ont fait du mal ne seront jamais punis. Je sais que je mourrai esclave, sans nom, sans tombe, sans mémoire. Mais si ces mots survivent, alors peut-être qu'un jour quelqu'un saura que je n'étais pas juste un corps à utiliser. J'étais Brigha, fille de Caratacus, de la tribu des Arvennes. J'avais une famille, j'avais des rêves. J'ai aimé et j'ai perdu. J'ai souffert et j'ai survécu. J'étais humain. Et peut-être que cela suffira. » C'est là que ces lettres s'arrêtent. Il n'y en a pas d'autres. Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé à Brigha après cela. Les archives historiques ne documentent pas le destin d'esclaves individuels. Elle a probablement continué à vivre comme esclave dans la maison de Gaius Plinius. Elle a vécu peut-être encore 10 ans, peut-être 20. L'espérance de vie des esclaves était généralement plus courte que celle des citoyens à cause des conditions de vie difficiles et du manque de soins médicaux. Mais certains esclaves vivaient à un âge avancé. Quand elle est morte, elle a probablement été enterrée dans une fosse commune avec d'autres esclaves. Pas de pierre tombale, pas de cérémonie, pas de marque pour indiquer où elle reposait. Son corps est retourné à la terre et son nom aurait dû être oublié avec lui. Mais ces mots ont survécu. Cachés sous cette pierre dans la cave, protégés de l'humidité et de la pourriture par le tissu dans lequel elle les avait enveloppés, ces lettres ont attendu. Elles ont attendu presque 2000 années. La villa de Publius Cornelius Rufus a continué à être habitée pendant plusieurs siècles. Elle est passée de famille en famille, elle a été rénovée, agrandie, modifiée au fil des générations. Puis, avec la chute de l'Empire romain au 5e siècle, elle a été progressivement abandonnée. Les pierres ont été pillées pour construire d'autres bâtiments. Les mosaïques ont été brisées. Les murs se sont effondrés. Lentement, très lentement, la nature a repris ses droits. La villa a été engloutie par la végétation, recouverte de terre et de débris. Elle est devenue juste une autre colline dans le paysage. Pendant des siècles, personne ne savait qu'il y avait une villa romaine enterrée là. Les gens construisaient leurs maisons, cultivaient leurs champs, vivaient leur vie sans se douter qu'en dessous d'eux se trouvait l'histoire. Et dans cette histoire, cachée dans une cave effondrée, les lettres de Brigha attendaient d'être découvertes. En 1998, la municipalité de Lyon a décidé de construire un nouveau complexe commercial dans la banlieue. Avant de commencer la construction, la loi française exigeait qu'une étude archéologique soit menée pour s'assurer qu'aucun site historique important ne serait détruit. Une équipe d'archéologues a été envoyée pour faire des sondages. Ils ont rapidement découvert qu'il y avait effectivement des vestiges romains sous le sol. Des morceaux de mosaïque, des fragments de poterie, des pièces de monnaie datant du 1er siècle. C'était suffisant pour arrêter la construction et lancer des fouilles complètes. Pendant les mois suivants, l'équipe a soigneusement excavé le site, révélant progressivement les ruines d'une villa romaine luxueuse. C'était une découverte passionnante en soi.
Les villas romaines de cette période et de cette qualité étaient rares dans la région. Chaque nouvelle pièce qu'il découvrait, chaque artefact qu'il trouvait, ajoutait en notre compréhension de la vie dans la Gaule romaine. Mais il n'avait encore aucune idée de la vraie découverte qui les attendait. Un jour de septembre 1998, un jeune archéologue nommé Jean-Baptiste Mercier explorait la cave de la villa. C'était un travail sale et difficile. La cave était partiellement effondrée, remplie de débris. Mais Jean-Baptiste était méticuleux. Il examinait chaque pierre, chaque fissure, cherchant des indices sur la structure originale du bâtiment. Il a remarqué une pierre qui semblait différente des autres. Elle n'était pas tout à fait au même niveau, et elle bougeait légèrement quand il la touchait. Intrigué, il a soigneusement retiré la pierre. Et derrière, il y avait un petit espace creux. Dans cet espace, enveloppé dans ce qui avait autrefois été du tissu, mais qui était maintenant presque complètement pourri, il y avait un paquet de papyrus. Jean-Baptiste a appelé ses collègues. Ensemble, ils ont très soigneusement extrait le paquet. Les papyrus étaient fragiles, décolorés par le temps, mais ils étaient lisibles. Il y avait de l'écriture dessus, en latin, d'une main maladroite mais clairement intentionnelle. Au début, il pensait avoir trouvé des documents administratifs, peut-être des registres de comptabilité, des lettres d'affaires, ce genre de choses. C'était déjà excitant. Les documents écrits de cette période étaient rares et précieux. Mais quand ils ont commencé à traduire le premier papyrus, ils ont réalisé qu'ils avaient quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. « Je m'appelle Briga », commençait la première lettre. « J'étais libre une fois. Maintenant, je suis esclave. Et ceci est mon histoire. » L'équipe était stupéfaite. Un témoignage personnel d'une esclave, écrit de sa propre main, c'était pratiquement inouï. Les historiens rêvaient de trouver ce genre de document. Presque tout ce que nous savions sur l'esclavage dans le monde antique venait de sources secondaires, des écrits de maîtres, de philosophes, d'administrateurs. Entendre directement la voix d'une esclave était extraordinaire. Les papyrus ont été transportés dans un laboratoire spécialisé pour être préservés et restaurés. Des experts en langues anciennes ont travaillé sur la traduction. Et lentement, l'histoire de Briga a émergé. Ses souffrances, ses grossesses, ses enfants perdus, les viols, les humiliations. Tout était décrit avec des détails crus et bouleversants. La découverte a fait les gros titres dans le monde académique. Des articles ont été publiés dans des revues historiques prestigieuses. Des conférences ont été organisées. Des débats ont éclaté sur l'authenticité des lettres, bien que l'analyse du papyrus et de l'encre ait confirmé qu'il datait bien du 1er siècle après Jésus-Christ. Certains historiens étaient sceptiques. Comment une esclave aurait-elle pu apprendre à lire et à écrire? Mais Briga elle-même expliquait cela dans ses lettres, décrivant comment Marcus lui avait enseigné. Finalement, le consensus académique a accepté que les lettres étaient authentiques. C'était le témoignage direct d'une esclave gauloise du 1er siècle, et c'était inestimable. Parce que les lettres de Briga ne nous donnaient pas seulement son histoire, elles nous donnaient un aperçu de tout un système. Elles révélaient les mécanismes de l'esclavage sexuel dans la Rome antique. Elles nommaient des noms, elles décrivaient des pratiques, elles documentaient des horreurs que les sources officielles passaient sous silence ou minimisaient. Maintenant, parlons de ce que l'histoire de Briga nous apprend et pourquoi elle est si importante. Pendant des siècles, nous avons idéalisé la civilisation romaine. Dans les écoles, on enseigne l'histoire de Rome comme une histoire de grandeur. Les aqueducs impressionnants, les routes qui traversaient l'Empire, l'architecture magnifique, la littérature sophistiquée, le système juridique avancé. Et tout cela est vrai. La Rome antique a accompli des choses remarquables. Mais cette admiration nous a souvent fait oublier ou minimiser la brutalité sur laquelle l'Empire romain était basé. L'esclavage était au cœur absolu de l'économie romaine. On estime qu'à certaines périodes, jusqu'à 30% de la population d'Italie romaine était esclave. Dans certaines régions, le pourcentage était encore plus élevé. On parle de millions de personnes réduites en esclavage. Et parmi ces millions, les femmes subissaient une double pression. Elles étaient esclaves, sans aucun droit, considérées comme des propriétés, et elles étaient des femmes dans une société profondément patriarcale, ce qui signifiait qu'elles étaient aussi des objets sexuels. L'exploitation sexuelle des femmes esclaves n'était pas exceptionnelle ou rare. C'était systématique, c'était normalisé, c'était même codifié dans la loi.
Les textes juridiques romains parlent ouvertement du droit des maîtres à avoir des relations sexuelles avec leurs esclaves. Le terme qu'ils utilisaient était « ius primi noctis » dans certains contextes, le droit de la première nuit. Mais vraiment, c'était le droit de chaque nuit, le droit de toujours. Un maître pouvait violer son esclave quand il voulait, aussi souvent qu'il voulait, et c'était parfaitement légal. Plus que légal, c'était considéré comme son droit légitime en tant que propriétaire. Les philosophes romains, même les plus éclairés, ne voyaient aucun problème moral avec cela. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, qui écrivait de beaux textes sur la compassion et la dignité humaine, possédait des centaines d'esclaves. Il ne voyait aucune contradiction entre ses idéaux philosophiques et le fait de posséder d'autres êtres humains. Dans ses écrits, il encourage les maîtres à traiter leurs esclaves avec une certaine bonté, non pas par respect pour leur humanité, mais parce que c'était plus efficace et évitait les rébellions. Caton l'Ancien, ce moraliste romain qui dénonçait la décadence et prêchait les valeurs traditionnelles, avait une réputation d'être particulièrement dur avec ses esclaves. Il achetait des jeunes femmes esclaves, les utilisait sexuellement pendant quelques années, puis les revendait quand elles vieillissaient ou devenaient enceintes. Et il était admiré par ses contemporains pour sa discipline et sa frugalité. Le fait qu'il exploitait sexuellement des femmes vulnérables n'était pas considéré comme une tache sur sa réputation. C'est l'hypocrisie au cœur de la civilisation romaine. Une civilisation qui se vantait de ses lois, de son ordre, de sa justice. Mais ces lois ne protégeaient qu'une petite élite. Pour les millions d'esclaves, il n'y avait pas de justice. Il n'y avait que la volonté arbitraire de leur maître. Et l'histoire de Briga nous force à confronter cela directement. Elle ne nous laisse pas romantiser le passé. Elle ne nous laisse pas parler de la grandeur de Rome sans aussi parler du coût humain de cette grandeur. Chaque belle villa était construite et maintenue par des esclaves. Chaque banquet luxueux était servi par des esclaves. Et derrière chaque façade de civilisation, il y avait des histoires comme celle de Briga. Des femmes violées, des enfants arrachés à leur mère, des vies brisées. Mais il y a aussi quelque chose d'autre d'important dans l'histoire de Briga. Quelque chose sur la résilience humaine et la résistance. Malgré tout ce qu'elle a subi, malgré les viols, les grossesses forcées, la perte de ses enfants, Briga n'a pas cessé d'être humaine. Elle n'a pas accepté la définition que la société lui imposait. Elle n'était pas juste un objet. Elle était une personne avec des pensées, des sentiments, des désirs, des rêves. Et elle a résisté de la seule façon qui lui était possible. Elle a appris à lire et à écrire. Elle a témoigné. Elle a créé un document qui a traversé 2000 ans. C'est un acte de résistance extraordinaire. Dans un monde qui lui disait qu'elle n'avait aucune valeur, qu'elle n'était rien, elle a créé quelque chose de permanent. Elle s'est assurée que son histoire ne serait pas complètement effacée. Et aujourd'hui, nous pouvons l'entendre. Nous pouvons savoir ce qui lui est arrivé. Nous pouvons dire son nom, Briga. Fille de Caratacus, de la tribu des Arvènes, esclave, victime, survivante, témoin. Sa voix n'a pas été complètement étouffée. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous se demandent peut-être pourquoi c'est important de raconter cette histoire, pourquoi déterrer ces horreurs du passé. N'est-ce pas simplement déprimant? N'est-ce pas mieux de se concentrer sur les aspects positifs de l'histoire? Et ma réponse est un non catégorique. Nous devons raconter ces histoires précisément parce qu'elles sont difficiles, parce qu'elles nous mettent mal à l'aise, parce qu'elles nous forcent à confronter les aspects les plus sombres de l'humanité. Si nous oublions ces histoires, si nous les censurons ou les minimisons, alors nous permettons que ces horreurs se reproduisent. L'esclavage sexuel n'a pas disparu avec la chute de Rome. Il existe encore aujourd'hui sous différentes formes. Le trafic humain, la prostitution forcée, l'exploitation sexuelle des travailleurs migrants vulnérables, les mariages forcés. Tout cela continue dans notre monde moderne. On estime qu'il y a actuellement des millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, qui vivent dans des conditions d'esclavage sexuel quelque part dans le monde. Et si nous ne comprenons pas l'histoire de cette exploitation, si nous ne reconnaissons pas les patterns de pouvoir et de violence qui l'ont permise à travers les siècles, alors nous ne pouvons pas la combattre efficacement aujourd'hui. L'histoire de Briga n'est pas juste une histoire du passé, c'est aussi un avertissement pour le présent et l'avenir. L'histoire de Briga nous rappelle aussi l'importance de croire les victimes. Pendant des siècles, les historiens ont minimisé ou ignoré la violence sexuelle dans le monde antique. Ils écrivaient sur la grandeur de Rome sans mentionner les viols systématiques. Ou bien ils en parlaient de manière euphémistique, en utilisant des termes comme concubinage ou relation entre maître et esclave, comme si c'était consensuel, mais ce n'était pas consensuel. On ne peut pas consentir quand on n'a aucun pouvoir, aucun choix, aucune possibilité de dire non sans risquer sa vie.
Appeler cela une relation ou du concubinage est une insulte aux victimes. C'était un viol, point, final. Et nous devons l'appeler par son nom. Les lettres de Briga nous donnent un témoignage direct qui rend impossible d'ignorer cette réalité. Elle ne parle pas en termes fémistiques, elle décrit clairement ce qui lui est arrivé. Elle utilise des mots qui ne laissent aucune ambiguïté. Elle dit qu'elle a été forcée, qu'elle a supplié, qu'elle a résisté et été battue pour sa résistance. Et nous devons l'écouter. Nous devons croire son témoignage. Même s'il nous met mal à l'aise, même s'il détruit nos illusions romantiques sur le monde antique. C'est une leçon qui s'applique à notre époque aussi. Combien de fois entendons-nous des victimes de violences sexuelles se faire dire qu'elles exagèrent, qu'elles ont mal compris, qu'elles cherchent de l'attention? Combien de fois leurs témoignages sont minimisés, questionnés, ignorés? L'histoire de Briga nous rappelle que nous devons écouter les victimes. Leur voix compte, leurs expériences sont réelles, et elles méritent d'être entendues et crues. Je veux aussi parler de la question de la mémoire et de la justice. Briga n'a jamais lu justice de son vivant. Publius Cornelius Rufus n'a jamais été puni pour ce qu'il lui a fait. Les autres hommes qui l'ont violé ont continué leur vie sans conséquence. Ils sont morts honorés et respectés. Leurs noms ont été gravés sur des monuments. Leurs exploits ont été célébrés. Pendant ce temps, Briga est morte dans l'anonymat, probablement enterrée dans une fosse commune, sans même une pierre pour marquer sa tombe. C'est profondément, terriblement injuste. Et nous ne pouvons rien faire pour changer cela maintenant. Nous ne pouvons pas ramener Briga à la vie. Nous ne pouvons pas punir les hommes qui l'ont torturé. Nous ne pouvons pas lui rendre ses enfants. La justice, dans son sens le plus fondamental, est impossible. Mais nous pouvons faire une chose. Nous pouvons nous souvenir. Nous pouvons dire son nom. Nous pouvons raconter son histoire. Nous pouvons faire en sorte que sa voix ne soit pas complètement effacée. C'est une forme de justice posthume. Ce n'est pas suffisant, bien sûr. Rien ne peut vraiment compenser ce qu'elle a subi. Rien ne peut réparer les horreurs qu'elle a vécues. Mais c'est quelque chose. C'est une reconnaissance de son humanité, de sa souffrance, de son courage. C'est une façon de dire à travers le gouffre de 2000 ans que sa vie comptait, que nous voyons sa douleur, que nous honorons sa résistance. Et peut-être que c'est aussi un avertissement, un rappel que les sociétés qui normalisent la violence, qui déshumanisent certains groupes de personnes, qui créent des hiérarchies rigides de pouvoir, finissent toujours par produire des victimes comme Briga, et que nous devons rester vigilants pour ne pas répéter ces erreurs dans notre propre temps. Après la découverte des lettres de Briga en 1998, il y a eu un débat intense entre les historiens et les conservateurs de musées sur la façon de les présenter au public. Certains pensaient qu'elles étaient trop explicites, trop dérangeantes. Ils voulaient en publier que des extraits édités, en omettant les descriptions les plus graphiques de violences sexuelles. Ils argumentaient que cela protégerait la sensibilité du public, en particulier des jeunes visiteurs. Mais d'autres historiens ont vigoureusement protesté contre cette idée. Ils disaient que censurer les lettres de Briga serait la trahir une fois de plus, serait la faire taire comme elle l'avait été réduite au silence de son vivant. Briga avait pris d'énormes risques pour écrire exactement ce qui lui était arrivé. Elle n'avait pas utilisé de langage édulcoré. Elle n'avait pas essayé de rendre son histoire plus acceptable ou confortable. Elle avait témoigné de la vérité brute et horrible. Et nous n'avions pas le droit de modifier ce témoignage pour notre propre confort. Ce débat a duré plusieurs mois. Finalement, un compromis a été trouvé. Les lettres complètes seraient rendues publiques et accessibles dans les archives universitaires. Des traductions complètes seraient publiées dans des revues académiques et dans un livre spécialisé. Mais pour les expositions de musées destinées au grand public, des extraits soigneusement sélectionnés seraient présentés, avec des avertissements clairs sur le contenu. Les visiteurs qui voulaient lire l'intégralité des lettres pourraient le faire, mais on ne forcerait pas les gens à être exposés à des descriptions graphiques de violence s'ils n'étaient pas préparés. En 2001, 3 ans après la découverte, une exposition spéciale a été organisée au musée gallo-romain de Lyon. Elle s'intitulait « Voix de l'ombre, la vie des esclaves dans la Gaule romaine ». L'exposition présentait des artefacts de la villa où Briga avait vécu, des objets du quotidien qui illustraient la vie des esclaves, et bien sûr, les lettres de Briga elles-mêmes, protégées dans des vitrines spéciales avec un contrôle climatique pour les préserver. L'exposition a attiré des dizaines de milliers de visiteurs. Les gens venaient de toute la France et même de l'étranger pour voir les lettres de Briga. Beaucoup étaient profondément émus. Il y avait un livre d'or où les visiteurs pouvaient laisser des commentaires. Page après page étaient remplies de messages adressés à Briga, comme si elle pouvait encore les lire. « Briga, tu n'as pas été oublié », écrivait quelqu'un. « Ton courage nous inspire », écrivait un autre. « Je suis désolé pour ce que tu as vécu », disait un troisième.
« Ton histoire a changé ma façon de voir l'histoire », ajoutait quelqu'un d'autre. C'était touchant de voir combien de gens se sentaient connectés à cette femme qui avait vécu il y a 2000 ans. L'exposition a aussi déclenché des conversations importantes dans les écoles et les universités. Des professeurs ont commencé à intégrer l'histoire de Briga dans leurs cours sur l'histoire romaine. Des étudiants écrivaient des mémoires et des thèses analysant ces lettres. Des documentaires ont été produits. Des pièces de théâtre ont été écrites basées sur son histoire. Briga était devenue, d'une certaine façon, célèbre. Ironiquement, cette femme qui avait vécu et était morte dans l'anonymat complet était maintenant connue de millions de personnes. En 2015, presque 20 ans après la découverte de ces lettres, un mouvement a émergé pour créer un mémorial permanent pour Briga. Un groupe d'historiens, de féministes et d'activistes des droits humains a fait campagne pour ériger un monument qui honorerait non seulement Briga, mais toutes les femmes esclaves dont les histoires ont été perdues. Après plusieurs années de débats et de collecte de fonds, le mémorial a finalement été construit en 2018. Il se trouve près du site archéologique où Briga avait découvert ses lettres. C'est une statue en bronze d'une femme debout, regardant vers l'horizon avec une expression déterminée. Dans sa main gauche, elle tient un papyrus. Sa main droite est levée comme si elle était en train de témoigner, de parler, de revendiquer son droit d'être entendue. L'inscription à la base de la statue dit simplement « Briga, fille de Caratactus, tribu des Arvènes, esclave gauloise 52-78 après Jésus-Christ. Elle a témoigné. En mémoire de toutes les victimes silencieuses de l'esclavage. » L'inauguration du mémorial a été un événement émouvant. Des centaines de personnes sont venues. Il y avait des discours de politiciens locaux, d'historiens, d'activistes des droits humains. Mais le moment le plus puissant a été quand une actrice a lu des extraits des lettres de Briga. Sa voix résonnait dans le silence, portant les mots que Briga avait écrits il y a presque 2000 ans. Beaucoup de gens dans la foule pleuraient. Pour la première fois, une victime anonyme de l'esclavage romain avait un monument. Pour la première fois, nous disions publiquement que sa vie comptait, que son histoire méritait d'être remémorée. C'était une reconnaissance modeste, mais profondément significative. L'histoire de Briga a aussi influencé la façon dont les historiens abordent l'étude de l'esclavage antique. Avant la découverte de ces lettres, beaucoup d'historiens se concentraient principalement sur les aspects économiques et administratifs de l'esclavage. Ils parlaient de combien coûtaient les esclaves, comment ils étaient utilisés dans l'agriculture ou l'industrie, quelle était leur valeur économique. C'était important, bien sûr, mais cela manquait quelque chose de fondamental, l'expérience humaine des esclaves eux-mêmes. Les lettres de Briga ont forcé les historiens à regarder l'esclavage du point de vue des victimes, à penser à ce que cela signifiait vraiment d'être réduit en esclave, à considérer le coût psychologique, émotionnel, physique, de vivre sans liberté, sans contrôle sur son propre corps, sans espoir d'amélioration. Cette perspective a enrichi et approfondi notre compréhension de l'histoire antique. De nouveaux domaines de recherche ont émergé. Des historiens ont commencé à chercher d'autres traces de voix d'esclaves dans les archives, des graffitis trouvés dans des tavernes romaines, des inscriptions sur des tombes, des mentions brèves dans des lettres de citoyens. Chaque petit fragment qui pouvait nous donner un aperçu de la vie des esclaves de leur propre perspective est devenu précieux. Cette approche aussi s'est étendue à l'étude d'autres périodes historiques. Les historiens de l'esclavage dans les Amériques, par exemple, dont très longtemps essayaient de centrer les voix et les expériences des personnes réduites en esclavage. Mais l'histoire de Briga a renforcé l'importance de cette approche et l'a étendue à d'autres contextes. Maintenant, je veux parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, l'importance de préserver et de partager ces histoires difficiles. Parce que la réalité est que beaucoup de gens préféreraient ne pas les entendre. C'est inconfortable, c'est dérangeant. C'est déprimant. Il est beaucoup plus agréable de penser à Rome comme cette civilisation glorieuse de gladiateurs héroïques, d'empereurs puissants, de philosophes sages. Mais cette version de l'histoire est incomplète. Elle est malhonnête. Elle ignore les millions de personnes qui ont souffert pour créer cette gloire. Et si nous continuons à raconter l'histoire de cette façon, si nous continuons à glorifier le passé sans reconnaître ses horreurs, alors nous envoyons un message dangereux. Nous disons que la souffrance de certaines personnes ne compte pas, que leurs histoires ne méritent pas d'être racontées. L'histoire de Briga nous rappelle que nous devons toujours chercher les voix oubliées, les histoires cachées, les vérités inconfortables.
Parce que ce sont souvent ces histoires qui nous enseignent les leçons les plus importantes. Ce sont ces histoires qui nous montrent les conséquences réelles des systèmes d'oppression. Ce sont ces histoires qui nous avertissent de ne pas répéter les erreurs du passé. Et c'est pourquoi je suis si passionné par le partage de l'histoire de Briga. Non pas parce que j'aime raconter des histoires tristes, non pas parce que je veux que les gens se sentent mal, mais parce que je crois que connaître la vérité, même quand elle est difficile, est essentiel. Parce que je crois que nous devons honorer la mémoire des victimes en racontant leurs histoires. Parce que je crois que nous avons une responsabilité envers le passé et envers l'avenir. Briga voulait que son histoire soit connue. Elle a risqué sa vie pour apprendre à écrire. Elle a caché ses lettres en espérant que quelqu'un un jour les trouverait. Et nous les avons trouvées. Maintenant, c'est notre responsabilité de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire elle-même, s'assurer que son histoire est entendue, largement, clairement, sans censure, sans euphémisme. Alors, voilà l'histoire de Briga. L'histoire d'une esclave gauloise qui a vécu il y a 2000 ans, qui a été capturée à 16 ans, qui a été violée encore et encore, qui a perdu ses enfants, qui a été réduite à un objet par un système brutal et déshumanisant, mais qui a trouvé quand même un moyen de résister, qui a appris à lire et à écrire contre toute attente, qui a témoigné de ce qui lui était arrivé, qui a refusé d'être complètement effacée. Ces lettres nous offrent une fenêtre rare et précieuse sur l'un des aspects les plus sombres de l'histoire humaine. Elles nous forcent à confronter des vérités inconfortables sur le passé. Elles nous rappellent que, derrière chaque grande civilisation, il y a souvent des victimes invisibles. Elles nous enseignent l'importance de donner une voix aux sans-voix, de préserver les histoires des opprimés, de ne jamais oublier. Parce que tant que nous nous souvenons, tant que nous racontons ces histoires, les victimes comme Briga ne sont pas complètement perdues. Leur vie avait un sens, leur souffrance n'était pas vaine, et leur courage mérite d'être reconnu et célébré. Briga a écrit dans sa dernière lettre qu'elle espérait que, peut-être un jour, quelqu'un trouverait ces mots et raconterait son histoire. Eh bien, ce jour est arrivé. Nous avons trouvé ces mots. Et maintenant, nous racontons son histoire, partout dans le monde, dans des musées, des salles de classe, des livres, des documentaires, et maintenant, ici, dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Briga avait raison. Ces mots ont survécu. Sa voix n'a pas été complètement étouffée. Et peut-être que cela suffit. Peut-être que c'est la justice qu'elle cherchait. Non pas la punition de ceux qui lui ont fait du mal, c'est trop tard pour cela. Mais la reconnaissance, le souvenir, la certitude que son histoire ne serait pas oubliée. Alors aujourd'hui, en 2025, presque 2000 ans après sa mort, nous disons « Briga, nous nous souvenons de toi. Nous connaissons ton nom. Nous connaissons ton histoire, nous honorons ton courage et nous nous engageons à ne jamais oublier les leçons que ta vie nous enseigne. » Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle a changé votre perspective sur l'histoire ou sur le présent, alors je vous demande de faire quelque chose. Partagez cette vidéo. Parlez de l'histoire de Briga avec vos amis, votre famille, vos collègues, parce que plus nous partageons ces histoires, plus nous nous assurons qu'elles ne seront pas oubliées. Plus nous amplifions les voix qui ont été réduites au silence pendant trop longtemps. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires cachées de l'histoire, d'autres vérités que les livres ont tenté d'enterrer, d'autres récits de résistance et de courage face à l'oppression, alors je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Nous avons toute une série d'histoires qui vont vous bouleverser, vous faire réfléchir, peut-être même vous changer. Des histoires de gens ordinaires qui ont vécu des choses extraordinaires, des histoires qui méritent d'être racontées. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, parce que c'est comme ça que nous continuons à faire ce travail. C'est comme ça que nous continuons à déterrer ces histoires oubliées, à donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence, à s'assurer que le passé ne soit pas blanchi ou idéalisé, mais compris dans toute sa complexité, avec ses gloires et ses horreurs. Merci d'avoir écouté l'histoire de Briga. Merci de l'avoir honoré en prêtant attention à son témoignage. Et n'oubliez jamais, chaque personne a une histoire. Chaque vie a de la valeur. Et il est de notre responsabilité de nous souvenir.